Bonjour Murad Chani, merci beaucoup d'être ici. Dans le premier podcast de On a fait quelque chose. On va commencer par... je vais vous laisser vous présenter pour tous nos auditeurs et nos auditrices. Et ensuite, on va commencer notre conversation. D'abord, bonjour Pierre, merci de m'avoir invité. Donc, je suis très heureuse d'inaugurer ce nouveau format. Donc, je suis professeure de droit à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay. J'y dirige le Master 2 de droit de la concurrence et des contrats. Et puis, parallèlement à cela, je suis membre de la commission d'examen des pratiques commerciales et j'ai par ailleurs une activité associative, notamment constituée par la présidence à l'heure actuelle de l'AFEC, de l'Association française d'études de la concurrence. Et puis, en lien avec l'AFEC, je suis également rapporteur général de la Ligue internationale de droit de la concurrence. Ok, bon, ça fait beaucoup de choses auxquelles on va devoir discuter aujourd'hui. Ça me donne beaucoup de questions. On va parler de votre goût pour le droit de la concurrence, parce qu'on en a un peu discuté avant. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas destiné à faire du droit de la concurrence, et c'est assez cocasse de savoir ça quand on entend tout ce que vous faites actuellement. Donc on va commencer par ça, pour votre parcours et l'origine de votre goût. Ensuite, on parlera plutôt de votre rôle de directrice de M2 et de statut de professeur. Puis on ira sur la FEC. Ensuite, on parlera des sujets d'actualité. Mais bon, on va commencer. Donc, d'où vient votre goût pour le droit de la concurrence ? Alors effectivement, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, je ne suis pas tombée dans la potion magique du droit de la concurrence quand j'étais toute petite. Je ne viens pas du tout d'une famille de juristes et je n'étais même pas du tout destinée au droit. À vrai dire, moi, je m'orientais plutôt, j'avais plutôt des projets d'entrepreneuriat. D'accord. Mon envie était celle de créer une entreprise. Et donc, c'est dans cette perspective qu'après une école de commerce et une première expérience professionnelle, j'ai poursuivi des études pour avoir un bagage assez complet pour cela, en préparant des études menant à l'expertise comptable et de façon purement complémentaire, des études de droit. Ok. Et il se trouve que ce qui était vraiment dans mon esprit l'accessoire est très vite devenu le principal parce que pour le coup, j'ai adoré le droit. Ouais, en fait, c'est vraiment une fois que vous vous êtes mis à faire du droit en accessoire, que vous vous êtes dit, mais en fait, c'est ce que je veux faire. Pas besoin d'être entrepreneur, pas besoin de faire de la comptabilité. C'est ça. Okay. Alors, en même temps, au départ, je me suis dit que j'allais être avocate en droit des affaires et fiscalité. Ok, vous aviez envie de faire beaucoup de choses. Voilà, j'avais vraiment ce... Et d'ailleurs, j'ai été... brièvement avocate, stagiaire. Stagiaire, ouais, voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Et je me suis ensuite fait omettre parce que, entre-temps, j'avais donc suivi un DEA de droit privé général. Et donc, la personne plutôt très pratique que j'étais, eh bien, il se trouve que dans ce DEA, il y avait un mémoire à faire. Okay. Voilà, et ça, je ne perds pas de vue votre question, hein, ça nous amène au droit de la concurrence. Donc moi, je voulais faire un mémoire qui soit au carrefour du droit civil et du droit des affaires. Oui, d'accord. Et c'est le titre de votre thèse, hein, c'est ça hein. Alors, droit de la concurrence et droit commun des obligations. Voilà, et donc moi, je voulais faire un mémoire sur ce type de thématique. Et en fait, il se trouve que l'un des mémoires qui était proposé, c'était droit de la concurrence et droit commun des obligations. Ok. Je n'avais jamais fait de droit de la concurrence de ma vie. Jamais avant Jamais. Pas du tout. Okay. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, j'ai commencé ce mémoire, mais avec pas du tout l'objectif de poursuivre dans la voie universitaire au moment où j'ai démarré le mémoire. Ok, donc vous vouliez être entrepreneur, ensuite il y avait expertise comptable, ensuite avocate. Alors, l'expertise comptable, c'était en lien avec l'entrepreneuriat, en fait. Hein, c'était vraiment dans une perspective d'être complète, d'être un entrepreneur un peu complet. Ok. D'accord, c'est atypique comme parcours. Alors, donc vraiment, c'est en faisant votre mémoire où vous êtes tombée amoureuse du droit de la concurrence, presque ? Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Okay. Oui. Et alors, il se trouve qu'ensuite, ça s'est prolongé, puisque ça s'est prolongé par la thèse de doctorat. Ok, oui, en effet, il faut avoir un peu d'amour quand même pour faire... Alors, on dit toujours qu'on finit par détester son sujet de thèse, et en fait, moi, je ne l'ai jamais détesté. Ça ne veut pas dire que la thèse n'a été qu'une partie de plaisir, ça serait vraiment mentir. Ouais. C'est même tout le contraire. C'est un chemin de croix, parfois. Vous voulez qu'on en parle un peu sur votre chemin de croix pendant votre thèse Non, mais je veux dire, ça n'est pas toujours, voilà, pour être plus sérieuse, ça n'est pas toujours aussi évident que cela, mais en tout cas, je n'ai jamais détesté mon sujet. Et puis ensuite, dans le prolongement, j'ai passé le concours d'agrégation. Et là,
nouveau hasard parce que j'arrive, mon premier poste, c'est Chambéry. Et figurez-vous que Chambéry ouvrait l'année d'après, avait prévu d'ouvrir l'année d'après un master de droit de l'entreprise avec comme spécialité concurrence, distribution et consommation que j'ai ouvert. Ah, c'est vous qui l'avez ouvert. D'accord, donc vous avez eu votre agrégation et ensuite l'année d'après, vous avez ouvert à Chambéry le master de la concurrence. C'est ça. Ok, donc les étoiles s'alignaient. Au bout d'un an. Ok, au bout d'un an. En fait, vous étiez prédestiné à faire de la concurrence. Là, vraiment, c'était le hasard, mais qui montre que finalement, il n'y a peut-être pas de hasard. On est familier avec ça. Le hasard, c'est une forme de destin. Enfin, voilà. Bref, non, mais je suis assez d'accord avec vous. Et donc après, quand je suis partie de Chambéry assez rapidement, que je suis arrivée à Versailles, qui était la transition va être magnifique. Poste suivant. Eh bien, très vite, je suis arrivée en septembre 2005, si je ne me trompe pas. Et donc, quelques mois plus tard, on m'a donné la direction d'un DEA qui était le DEA de droit privé des contrats. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'il avait été créé à l'origine par Gilbert Parliani, spécialiste de droit de la concurrence. C'était un DEA de droit civil, de droit des contrats civils et commerciaux. Et donc, finalement, assez rapidement, je lui ai redonné, avec une autre appellation, master de droit de la concurrence et des contrats, je lui ai redonné son esprit d'origine. Donc c'est assez amusant parce que la boucle a été bouclée d'une certaine façon. Bah oui, c'est marrant. Et puis votre évolution a suivi celle du droit de la concurrence, un peu si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire. Parce que vous avez enseigné combien de temps à Chambéry 2 ans. 2 ans, ok. Oui, et ensuite, après, vous êtes monté à Paris? Depuis, je suis professeur à Versailles Saint-Quentin. Ouais, ok, absolument. Et bah, c'est parfait parce que on va pouvoir aborder notre deuxième thème. Donc, c'est votre rôle de directrice de M2 du droit de la concurrence et des contrats de l'Université Paris-Saclay. Donc, déjà, j'ai plein de questions. Comment est-ce qu'on devient directrice d'un Master 2 comme ça? Alors, en l'occurrence, on m'a proposé quasiment au moment où je suis arrivée, c'est ce que je vous disais, quelques mois après, de reprendre la direction de ce M2 parce que la personne qui le dirigeait à l'époque, c'était Thomas Clé, prenait en charge un autre master. D'accord. Et donc il y avait une place qui était vacante. Et évidemment, j'ai dit oui. Bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, alors comment est-ce qu'on le fait évoluer? C'est un petit peu... alors là, c'est pas tout à fait le hasard. C'est plutôt un peu de réflexion liée... C'est un petit peu un positionnement de marché, si j'ose dire, parce que donc Versailles est une université en banlieue parisienne proche des grandes universités parisiennes. Et donc, si vous voulez arriver, enfin de mon point de vue, à avoir une attractivité, il faut trouver un positionnement stratégique intéressant. Et c'est vrai qu'il n'existait pas, il existait des masters de droit de la concurrence pure, ça aucune difficulté. Il existait des masters de droit des contrats, tout aussi évidemment, mais il n'y avait pas de master qui allie le droit de la concurrence et le droit des contrats. Et il se trouve que j'étais assez bien placée par ma thèse. Bien sûr, on y revient. Pour créer ce type, enfin non pas créer la formation, mais faire évoluer la formation dans ce sens. Oui, c'était vraiment un parti pris de votre part. C'était vraiment un parti pris. En vous disant, écoutez, on va lier le droit de la concurrence avec le droit des contrats. Absolument. Et on va en faire un master vraiment spécialisé là-dedans. Oui. Ok. Et du coup, ce qui fait que vous êtes, ce que j'ai vu aujourd'hui, du coup, encore une fois, classé pour la 9e année consécutive, premier de la catégorie droit de la concurrence, droit économique au classement Universal EEA. C'est ça. Donc en fait, on reprend, vous l'avez repris en 2005, donc c'est ce que vous me disiez? 2006. 2006. Oui. Donc ça fait 18 ans. Oui. Et donc depuis, il y a eu les 9 ans pour laisser grandir le projet et vous imposer votre patte et votre regard. Et en fait, depuis 9 ans, du coup, c'est devenu le premier master en droit de la concurrence et droit économique. En fait, on est rentré dans ce classement l'année où la catégorie a été créée. Donc, je crois, sauf erreur, que... Il n'y a jamais eu d'année où vous n'étiez pas premier, c'est ça? Ok. Voilà. Et non, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, vous devez le savoir. Et comment est-ce qu'on devient classé premier comme ça? Comment un Master 2 peut être classé premier à un de ces classements? Moi, ça m'intéresse personnellement. Alors, donc je ne suis pas dans le secret du classement, évidemment, mais a priori, ce classement, il est effectué à partir de différents critères. Le critère de la renommée, ce qui renvoie aux questions de communication
On y reviendra Je vois peut-être. pas de quoi on parle. Et puis, également, ce qui est très important, c'est la satisfaction des étudiants, parce qu'il Ok, y a effectivement des interrogations systématiques des étudiants qui composent chaque promotion, d'accord. auxquelles un questionnaire est adressé, qui répondent s'ils le souhaitent, comme ils le souhaitent. Ok. Donc Et oui, donc, il y a un vrai rôle des étudiants voilà, oui, sur c'est le sujet. vraiment Et la comment satisfaction des est-ce que vous clients faites? Ouais, bah c'est quelque ça, ouais, en part. fait. Et comment vous faites pour satisfaire vos étudiants? J'ai vu qu'il y avait un after work annuel dans 2 jours, non? Oui, c'est bien ça. C'est Alors ça, c'est c'est une initiative nouvelle qui a ok. été lancée par quelqu'un de la promotion actuelle D'accord. et que je trouve effectivement très bonne et dont j'espère qu'elle va se pérenniser chaque année. Ok, donc là c'est la Je première n'ai guère année. de doute. Oui, Il y a- cet il y a- afterwork, ok. c'est la première année. C'est Oui. bon, on parle de beaucoup de naissances au fur et à mesure de notre conversation. On est toujours arrivé à un Mais moment parce qu'en de fait, la il faut création. toujours se renouveler, en C'est ça, fait. ouais. Je crois Ok. que c'est un petit peu le secret, à la fois pour continuer à s'amuser, d'une certaine façon, Ouais, bah je suis et d'accord. puis aussi pour... Non, mais c'est important de préciser que les professionnels du droit se renouvellent aussi constamment et qu'il y a cette volonté et cet état d'esprit, parce que je pense Ouais. qu'on peut vite avoir le cliché des professionnels de droit enfermés dans leur bibliothèque. D'accord, donc ça sera la première année pour l'afterwork Oui, ça dans sera la 2 jours. première année. Ok, et du coup, est-ce que c'est une façon de satisfaire ces étudiants? Comment on les Alors, satisfait, ces étudiants, en fait? comment on les satisfait? D'abord, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ok, Les étudiants, finalement, c'est la demande. bien sûr. Pour pouvoir satisfaire la demande. Enfin, la demande, elle est double ici. On est C'est un un peu peu sur un ça, hein, marché, ouais. on est sur un marché biface finalement, comme dans le numérique, puisqu'on a à la fois la demande côté étudiant et la demande côté entreprise, cabinet d'avocats, recruteurs Bien globalement. sûr. Et donc, pour ça, effectivement, la première chose, c'est la maquette, Ok. la composition Ouais. des enseignements, avec des adaptations à effectuer de manière un peu constante pour tenir compte de l'apparition des nouveaux sujets. Ok. Par exemple, le règlement subvention étrangère, c'est nouveau, donc ça n'était pas traité il y a quelques Et années. vous êtes en train de le traiter, enfin, vous le Voilà, traitez désormais. donc un renouvellement permanent de la maquette. Ok. Et puis également le corps enseignant. Donc le corps enseignant, un peu d'universitaires, mais beaucoup d'intervenants professionnels, Oui. des praticiens. Ça, c'est un point auquel je suis très attachée et je crois que ça fait partie des clés du succès du Master M2 2. auprès des Parce étudiants. que la vocation de la plupart de vos étudiants, c'est pas de devenir universitaire. Non, il y en a quelques-uns quand même. Mais- J'espère pour vous. mais oui, Mais c'est pas l'essentiel, c'est non, pas non, bien sûr. l'essentiel. Avocats, juristes d'entreprise, ça c'est vraiment Ouais. sont vraiment les 2 débouchés essentiels. Après, certains deviennent rapporteurs à l'autorité de la concurrence, entre à la DGCCRF, mais l'essentiel c'est avocat Et juriste. et entreprise. Ok. Alors la maquette, les intervenants, et puis alors dans le type d'enseignement, il me semble qu'il est important de ne pas seulement transmettre des savoirs, Mhm. mais aussi des savoir-faire. C'est ça. Donc beaucoup de j'allais y place, venir à beaucoup de votre place triptyque. avec la pratique, Mhm. hein. Mais aussi quelque chose qui est souvent négligé à l'université, c'est le faire savoir. C'est exactement. J'allais venir à votre triptyque. Votre triptyque, c'était marqué comment mettre en place. Enfin, ma question, c'était comment est-ce que vous mettez en place le triptyque savoir-faire, savoir-être, mais aussi le faire savoir. Est-ce que vous pouvez me parler du faire savoir, s'il vous plaît? Le faire savoir, donc c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la communication. Mhm. C'est vrai que moi, ce que je dis toujours en début d'année à mes étudiants, c'est que à l'université, on est tout aussi bon a priori que dans une grande école, Bien sûr. enfin en tout cas dans le domaine juridique, hein, s'entend, mais que souvent on pêche parce qu'on ne sait pas bien communiquer. Ok. On ne sait pas bien communiquer, on ne sait pas bien se mettre en valeur. Et donc, c'est quelque chose que je les incite vraiment à faire. Ok. Donc, ça passe par différentes choses. Évidemment, on organise des manifestations, des colloques. On organise, typiquement, voilà. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est non seulement de le faire moi, mais aussi de leur faire faire. Parce que ça, c'est comme ça aussi qu'ils apprennent. Sortir de Et sa donc, zone de confort. voilà. Ça, Et c'est donc, très intéressant parce que pour avoir fait des études de droit, hein, je sais que j'étais pas du tout formé à ces méthodes de mon côté. Et donc, malheureusement ou pas d'ailleurs, la communication, effectivement, semble avoir une importance capitale sur les débouchés que ça aura. Mais d'accord, donc vous faites des colloques. Il y avait des concours aussi, non? Alors, ils participent effectivement à des concours de droit de la concurrence. Ok.
Parfois, ils gagnent, parfois, ils perdent. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Ça nous arrive à tous. Ça, voilà. Mais on apprend aussi des échecs. Donc, Surtout des échecs. Et peut-être, effectivement, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai beaucoup appris. Moi de même. Donc, nous sommes deux sachants assis à ces fauteuils, c'est parfait. Et puis, donc, des concours. Il y a eu aussi un journal qui a été lancé il y a quelques promos de cela. Alors, c'est un petit journal, hein, bien sûr. Mais il y a aussi eu une conférence sur les métiers du droit de la concurrence. Donc, Ok, voilà, donc et dans certaines conférences qu'on organise, il y a des étudiants qui interviennent. Ok. C'est arrivé. D'accord. Donc, oui, ça peut les satisfaire aussi. Notamment d'accord. Et la sélection pour les Master 2 est drastique ou Alors, la sélection je suppose qu'on ne devient pas meilleur Master 2 sans avoir une certaine sélection à la base. Alors, la sélection, elle se fait à partir du cursus universitaire, évidemment. Mais aussi sur la base d'un entretien. Autrement dit, je cherche des étudiants qui ont un certain état d'esprit. D'accord, ah oui, ok. Qui ont vraiment envie d'être là, qui ont vraiment envie de étudiants, s'investir. Alors, tous non, mais j'en rencontre un certain nombre et effectivement, l'entretien est important. Ok, donc oui, il y a beaucoup de soft skills dans ce qu'on appelle les soft skills, en tout cas, qui vous intéressent. Oui. Okay, et ça peut être dû à votre parcours atypique, justement. Le fait d'avoir pas un parcours de A à Z fait dans le droit, ça peut être intéressant. Donc pour tous les étudiants qui vont écouter ce podcast, il ne faut pas hésiter à travailler quel point pour plaire à Muriel Chany Alors en fait, je crois qu'il faut avoir un projet, il faut avoir envie de s'investir. Et en revanche, on n'est pas obligé d'avoir un cursus classique. On peut avoir un cursus classique, c'est quand même l'essentiel de mes étudiants, hein, c'est-à-dire un Master 1 ou être déjà en Master 2 et avoir envie de poursuivre sur un nouveau Master 2 en complément. Mais moi, je recrute régulièrement des étudiants qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent d'un IEP, qui reviennent de l'étranger après un LLM. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le fait d'avoir une promotion assez diversifiée. Ok, donc un peu éclectique. Oui, et parce qui que peuvent s'apprendre les uns des autres. Avec des expériences différentes. Donc, on a eu aussi dans le passé quelqu'un qui avait un profil très économiste. Ok, ça peut avoir son intérêt en droit de la concurrence. Qui a très bien réussi. À qui il manquait au départ certaines choses, mais qui a très bien réussi. L'aide de ses professeurs et de ses camarades a pu se hisser au niveau juridique. D'accord, donc c'est forcément intéressant. Je comprends mieux pourquoi vous êtes classé Master 2, premier à ce classement-là. Ok, d'accord, je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous essayez, c'est une question un peu au hasard, mais est-ce que parfois vous avez l'impression d'essayer de vous recruter, tel que vous étiez à votre sortie de cursus scolaire pour votre Master 2 Est-ce que le profil type que vous recherchez chez un étudiant, c'est un peu le vôtre? Je suis pas sûre. Parce qu'en fait, les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où j'étais étudiante. Et donc, à mon époque, de toute façon, quand on rentrait en DEA, on rentrait en DEA uniquement sur la base du dossier. Même chose d'ailleurs, j'avais fait un DESS avant, c'était pareil. C'était vraiment... donc, à mon époque, c'était quand même assez rare qu'il y ait des entretiens. Et puis, je pense que la part des soft skills était assez un peu mineure. Moins important. Hein. Donc là, il y avait vraiment une grosse différence entre ce qu'on peut connaître dans une école de commerce et qu'on peut retrouver dans un enseignement de DEA ou de DESS. Donc aujourd'hui, les profils des étudiants ont changé. Ils ont davantage d'expérience à l'international, ce qui est très bien. Ils sont peut-être plus curieux. Et ça aussi, je trouve que c'est une qualité. Ok, c'était ma prochaine question. C'est à votre avis, vous êtes enseignante, certes, mais est-ce que qu'est-ce que vos élèves vous enseignent et qu'est-ce que justement vous apprenez d'eux et surtout des générations actuelles, parce que là, on parle de maintenant. Donc, qu'est-ce que vous apprenez en ce moment de vos élèves on apprend à apprendre autrement. D'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, il y a des choses classiques quand on enseigne. Sur le fond, finalement, en enseignant, on voit différemment une matière, même si on la connaît très bien. Et c'est toujours une expérience. Mais ça, c'est classique. Là où c'est peut-être plus renouvelé, c'est sur la forme. D'accord. Je pense que les méthodes d'enseignement aujourd'hui sont différentes de celles que l'on utilisait quand je suis sortie du concours de l'agrégation, par exemple. Alors des choses très, très simples comme l'utilisation de PowerPoint. Oui, bien sûr. Mais ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la crise du Covid. L'enseignement à distance
Il a fallu se réadapter. Et je pense que c'était. Alors, je ne vais pas dire que le Covid était une chance, mais en revanche, le fait d'avoir dû enseigner à distance, les universités étaient quand même très en retard de mon point de vue, en tout cas en France. Je pense que c'est un point de vue partagé voilà. à ce niveau-là. Et ça nous a contraints, et je pense que c'est bien parce qu'on a gagné du temps en fait. Enfin, comme il y avait la contrainte, il a vraiment fallu s'y mettre. Ouais. Alors parfois de manière un peu artisanale, mais je pense que c'est un vrai... C'est le meilleur moyen de faire en soi. Enfin, il y a une expression dans ma famille, c'est nécessité fait loi. Donc, Et c'est un petit peu comme quand je dis qu'en faisant faire à mes étudiants, ils apprennent mieux. Au fond, quand on est obligé de faire... Bah oui, quand il y a pas le choix. Voilà, on trouve des façons d'intéresser plus à distance, en faisant le cours différemment, en ayant un format de cours autre, en variant les exercices. Enfin, c'est vrai que... Et ils sont proactifs, eux, vos étudiants, dans cette demande. Enfin, est-ce qu'ils vous font des demandes particulières et vous vous dites, j'y ai jamais pensé Alors, c'est arrivé, oui, que j'apprenne de ce point de vue-là, du point de vue technique. Alors, par exemple, parfois, quand j'ai fait faire certains exposés, mais pas des exposés classiques à mes étudiants, donc là, on n'était pas dans de la distance, mais certains m'ont fait des jeux de rôle qui étaient absolument formidables. Ah oui, d'accord. Vraiment, vraiment. C'était une pièce de théâtre, presque Quasiment. On pourra revenir sur le théâtre, on a commencé à en discuter tout à l'heure. Mais d'accord, ok. Très bien. Est-ce que, il y a d'autres sujets que vous voulez aborder vis-à-vis de votre statut de professeur, de présidente de M2 Non, peut-être que, la réflexion que je me faisais en échangeant avec vous à propos de la direction du M2, c'est qu'au fond, même si je me suis beaucoup éloignée de l'entreprise, un directeur de M2, c'est un peu un petit peu un entrepreneur à sa manière, alors avec des contraintes liées à l'université, sûr, mais effectivement... la recherche de financement, la gestion du personnel, du personnel, alors des intervenants. Non, mais c'est vrai qu'il y a des caractéristiques communes dans les deux. Ouais, donc, c'est une révélation que vous venez d'avoir là. Vous voyez, je ne suis pas venue pour rien. non, on est là pour faire quelque chose. Donc, d'accord, non, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai qu'il y a des liens. Quel statut auraient les étudiants dans une entreprise? Ce seraient les salariés éventuellement Non, moi j'aurais plutôt dit que c'était la demande. Ouais, ah oui, en effet. Alors que l'équivalent des salariés, ce serait plutôt les intervenants. Les intervenants, les prestataires. Voilà. Ok, d'accord. Ça sera un sujet à creuser, je pense. Quelque part. Et du coup, il y avait également votre rôle de présidente de la FEC. Oui. Donc, déjà, est-ce que vous avez beaucoup de vos étudiants qui viennent dans l'association? Enfin, pour rappel, la FEC, c'est l'Association française d'études de la concurrence. Je vais vous laisser en parler parce que vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Et c'est, pour faire un lien avec vos étudiants, je me demande s'il y a beaucoup de vos étudiants qui se retrouvent dans l'association. Alors, il n'y a pas seulement... de mes étudiants, mais plus généralement, effectivement, des étudiants de master, alors qui peuvent être en master. Généralement, ils sont au moins en master 2. Oui. Non pas qu'on fasse un blocage avant, mais pour s'y intéresser, il faut plutôt être en master 2, effectivement, ou en thèse. Ok. Moi-même, quand j'étais en thèse, j'avais mon adhésion à la FEC date de l'époque où j'étais en thèse. Ok. Voilà, donc ça remonte un petit peu à loin. Et donc, il y a un certain nombre d'étudiants, parce qu'en fait, on essaie, ça c'est vrai que peut-être pour donner une caractéristique de la FEC, que j'ai le plaisir de présider, en fait, on essaye d'être vraiment très ouvert à tous ceux qui, à un titre ou un autre, s'intéressent au droit de la concurrence. D'accord. Alors, ça peut aller des plus expérimentés, des avocats associés de grands cabinets d'avocats, ou des directeurs juridiques de grandes entreprises. Je ne vais pas faire de publicité, mais en passant par des économistes réputés, des professeurs de droit réputés aussi, mais aussi les plus jeunes. Et donc, mais c'est vraiment une vision à 360 de l'ensemble des professionnels du droit. C'est vraiment tous ceux qui s'intéressent au droit de la concurrence, à un titre ou un autre, et quel que soit leur niveau d'expertise, sont les bienvenus. Donc, on retrouve votre volonté que vous avez, vous, justement, dans le choix de votre master, où vous disiez que vous preniez des profils un peu éclectiques. C'est, en fait,
votre but, c'est de faire travailler tout le monde ensemble sur le droit de la concurrence, en fait, Oui. au final. Alors là, en revanche, je ne veux pas m'accorder un mérite que je n'ai pas. C'était déjà le cas avant Oui, que d'accord. je sois Ok. présidente de la FEC. Bien Ça sûr. n'est pas Ok. moi. C'est pas du. Voilà, ça n'est pas peut-être le fait d'être allé chercher un peu les économistes, mais sinon, ça n'est pas Oui, c'était déjà la mon volonté. action, c'était déjà le C'est, cas. Et donc, il y a au sein de la FEC un comité des jeunes Ok. Oui, ça j'avais vu. qui leur permet effectivement de se constituer en bureau, d'avoir des initiatives. Par exemple, là, tout récemment, c'est le comité des jeunes qui a pris la main sur un groupe de travail sur le développement durable. Ok, oui. Parfois, il leur est arrivé d'organiser des conférences, d'organiser des soirées. Voilà, donc Oui, ils sont très actifs voilà. là-dessus. D'accord. Et donc la FEC, alors si vous nous en parlez un peu plus, Alors, la un peu FEC, plus en donc, détail pour tous nos au-delà effectivement de cette ouverture à tous ceux qui s'intéressent au droit de la concurrence, Mhm. la FEC, donc, c'est une association qui est assez ancienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait au sein de la FEC? On fait plusieurs choses. On a d'abord une action de formation et d'information en droit de la concurrence. Alors, en droit de la Ok. concurrence au sens large, c'est-à-dire pas seulement la partie pratique anticoncurrentielle et concentration, Bien mais sûr. aussi les pratiques restrictives de concurrence, mais encore la concurrence déloyale. Parfois, pratiques restrictives et concurrence déloyale sont un peu considérées comme moins nobles, moins petits. Ah bon? Voilà. D'accord. Oui, parfois, oui. Par certains, dont je ne fais pas Nous partie. ne citerons personne, mais d'accord. Dont je ne fais pas partie. Bien sûr. Et donc, nous, on traite de l'ensemble, en fait. Ok. Et donc, cette action de formation et d'information, elle passe donc pour l'essentiel par différentes conférences qu'on organise, alors avec des formats très variés. On a des formats courts, d'une durée de 2 heures, type réactu, pour réagir à Un sujet un d'actualité sujet chaud. un peu chaud. Ok. Et puis, on a des événements récurrents, comme par exemple le 1er décembre de la FEC qui revient chaque année, sauf cette année, parce que le 1er décembre est un dimanche. Ah. Donc là, raté. Et vous faites pas ça le 2 décembre, du coup, il y a On pas a de. trouvé une solution. Ok, bon. Je vais vous dire. Ok, d'accord. Et donc événements récurrents. Mhm. Et puis aussi des événements qui ne sont pas récurrents, mais qu'on fait en fonction un petit peu de l'importance de l'actualité. Par exemple, des dialogues franco-européens quand on était au moment de la présidence française de Ok, l'UE, ou, je vais vous parler du 5 décembre. Alors, à la place du 1er, ce sera le 5. Tous les ans ou Non, cette année en particulier, D'accord. parce que cette Je année, note sur mon agenda le 5 voilà, décembre. Donc, il faut ok. bloquer son agenda, parce que cette année, ce sera donc les 10 ans Ah. de la directive dommage Ok, oui. en matière de pratiques anticoncurrentielles. Et donc, on s'est dit que ce serait l'occasion de célébrer cet anniversaire à la place du 1er décembre. Ok, d'accord. C'est Voilà. plutôt, enfin, ça tombe bien que le 1er décembre tombe un dimanche, finalement. Finalement, c'est pas C'est mal. presque. Mais on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de hasard. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous voyez. En effet, ouais. Donc, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'on allait partir comme ça sur une question philosophique du destin et du hasard, mais c'est toujours très intéressant. Et donc voilà, une action un peu de formation. Alors là, cette action de formation en formation, elle est destinée à tout le monde, au-delà des membres de la FEC. Ce que je veux dire, le but d'une association, à la base, c'est d'avoir des adhérents qui arrivent. Alors, ensuite, il y a des choses qui sont réservées à nos adhérents. Et donc là, Ok. on a effectivement toute une activité de dialogue avec les institutions. Mhm. Je pense à l'autorité de la concurrence, Ok. à la DGCCRF, aux juridictions françaises, également à la Commission européenne. Et donc là, on prend régulièrement part à des consultations qui sont initiées par l'une de ces institutions. Et les groupes de travail, là, sont en principe réservés aux membres de la adhérents. FEC qui souhaitent y participer. Ok. Voilà. Et puis, il arrive aussi que on s'autosaisisse, un peu comme l'autorité de la concurrence peut s'autosaisir. Ok. Il est déjà arrivé que la FEC s'autosaisisse. On l'a fait il y a longtemps en matière de numérique. Mhm. Et puis, on l'a fait surtout, et encore tout récemment, en ce qui concerne le droit des pratiques restrictives. On l'avait fait avant la réforme de 2019. D'accord. Et on l'a refait là tout récemment. Le groupe de travail vient d'être créé. Avec l'idée effectivement d'essayer de proposer une réforme
du droit des pratiques restrictives qui en a grand besoin. D'accord. Alors, ça fait encore une réforme de plus, mais en même temps, c'est une réforme pour moins de droit des Oui. pratiques restrictives. Non, puis, on peut dire qu'il y a beaucoup de réformes, mais il y a des réformes nécessaires encore. Voilà. C'est pas parce qu'on dit le mot réforme que tout de suite il faut. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est sur les pratiques restrictives, en effet. Et du coup, comment vous êtes devenue présidente de la FEC? C'est Par élection. par élection. Oui. Alors en En fait, effet. oui, par élection. En fait, la gouvernance de la FEC, donc il y a donc les membres de la FEC à jour de leur cotisation qui Ok. votent pour élire des membres d'un comité de direction. D'accord. Et c'est donc le comité de direction qui élit le ou la présidente. D'accord. Et dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire d'être présidente de la FEC dans la vie? Enfin, Alors, vous vous beaucoup de ennuyez de travail. temps en temps, Myriam Chali? C'est pas mal de travail. C'est D'accord. pas mal de travail. Après, c'est plutôt un travail passionnant. Mhm. Je pense qu'être présidente de la FEC, c'est un peu animer une équipe. Ok. Donc encore Animer une un équipe. lien avec le monde de l'entreprise. Oui. Oui. On y revient constamment. En Oui. fait, c'est Oui. un credo. Je pense que c'est un trait marquant, effectivement. Ok. Oui. D'accord. Donc, c'est animer une équipe. Donc, je ne suis quand même pas toute seule. Donc, j'ai un bureau qui est autour de moi et bon, qui s'occupe, par exemple, les trésoriers des aspects financiers. Bien sûr. Puis, j'ai des vice-présidents. Oui. Voilà. J'espère pour vous que vous n'êtes pas toute seule dans cette lourde tâche. Alors après, le président, il doit être un peu un vecteur à la fois un vecteur de propositions, mais aussi susciter les propositions. Bien sûr. Voilà, il faut arriver à... et puis, il faut être aussi, parce qu'on n'a pas vocation à rester président à vie, Bien sûr. il faut aussi être un passeur de relais. D'accord. Donc ça, c'est ma mission actuelle, finalement, Ok, parce que ça va bientôt s'arrêter à un moment donné, Ok. quand même. Bon, écoutez, vous en aurez profité quand même. J'aurais beaucoup travaillé, et donc ça me permettra de... Enfin, de toute façon, je ne quitterai pas la FEC parce que j'y suis quand même assez attachée. Bien sûr. Mais ça sera l'occasion certainement de faire d'autres choses. De faire d'autres. Ok. Très bien. Oui, j'ai vu que vous travailliez il y avait un groupe de travail, là, j'ai vu ça aujourd'hui, sur la réforme des négociations commerciales. C'est ça. Vous en avez parlé précédemment. Alors, effectivement, Très brièvement, c'est l'idée, effectivement, que il faudrait arriver à réformer le titre 4 de façon pérenne. Mhm. Alors, c'est un petit peu ce qui avait été fait en 2019, avec l'ordonnance Vous aviez déjà travaillé d'avril dessus, hein, 2019. Alors oui, c'est là où on s'était autosaisi une première fois, où on avait d'abord formulé un diagnostic et certaines propositions, et on avait eu un dialogue avec la DGCCRF à l'époque, Ok. et on avait présenté, enfin rendu public, des propositions de texte. Alors, je ne vais pas vous dire que tout a été retenu, loin s'en faut, Non, mais en tout cas, on avait Ok. été jusqu'à rédiger des textes. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Oui, donc effectivement, il y a un gros travail d'accompli là. Oui, là, c'était un donc, gros travail. Là, Et c'est donc, sur quoi vous êtes en train de vous relancer A priori, oui, parce que après 2010, donc la réforme de 2019 était vraiment allée dans le bon sens, Mhm. mais malheureusement, très vite ensuite, dès l'année suivante, on va dire que le phénomène d'enrichissement, on va dire d'engraissement, Je vous laisse utiliser les termes que vous êtes libre. du titre 4, enfin, du droit Ouais, des pratiques bien sûr. restrictives, a repris sa marche en avant. Ok. Ou ça marche en arrière, ça dépend comment on veut Il serait temps qu'il fasse un petit le régime, dire. quoi. C'est ce que Voilà. vous êtes en train de dire. Et donc, il est sans doute temps d'y réfléchir. Alors peut-être que il faut tenir compte, enfin justement, il faut tenir compte du fait que ce qui a été fait en 2019, ça n'a pas suffi à juguler la suite. Mhm. Donc il faut sans doute réfléchir à d'autres types de règles. Ok. Et donc, là, quand vous Je créez reviendrai vous en parler. Ouais, Non. avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on pourra en rediscuter. Mais quand vous créez ces groupes de travail, justement, il y a une création à la FEC, du coup, je suppose. Et quand est-ce qu'ils se mettent à travailler tout de suite sur le sujet? Enfin, c'est tout de suite? Alors là, on a lancé la création du groupe. Donc l'annonce, je crois, elle a eu lieu la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Je crois aussi. Enfin, c'est quand je Voilà, l'ai vu passer. En tout cas. et donc, je pense que la première réunion va avoir lieu. Je ne garantis pas l'exactitude de la date, mais dans la semaine du 20 mars. D'accord. Ah oui, donc oui, ça va assez vite. Oui. Et, En fait, c'est lié aussi. Alors, en réalité, c'est pas qu'on cherche forcément à aller très vite, parce que
il faudrait plutôt, l'idéal, c'est d'avoir le temps de prendre le temps de réfléchir, etc., etc. Mais la difficulté, c'est qu'il y a aussi un agenda parlementaire. Oui, effectivement. D'accord. Très bien. Donc, ça va nous permettre de parler d'autres sujets en droit économique qui, à vos yeux, semblent importants et sont d'actualité. Donc, on va parler un peu d'intelligence artificielle à un moment, forcément. On en a discuté déjà tout à l'heure. On va pas rentrer sur les détails techniques parce que c'est pas notre sujet. Sinon, je vous les renvoie. non, c'est pas mon sujet non plus, c'est pas mon expertise. Comme vous me l'avez très bien dit en amont de l'interview, on n'a pas besoin de comprendre la loi sur la circulation en étant garagiste. Enfin, c'est pas le sujet, mais du coup, on veut parler d'intelligence artificielle parce que forcément, tout le monde a ce mot à la bouche. Parfois, je me promène dans les rues, j'entends intelligence artificielle. Presque trop d'ailleurs. C'est un peu ce que je suis en train de dire, mais oui, en effet, je trouve que le terme est un peu trop utilisé, mais on est obligé d'aborder ce sujet. Même juste pour dire qu'on en parle trop, ce qui peut être un peu le serpent qui se mord la queue, ça je sais pas trop. Et c'est aussi aborder avec vous, du coup, tous les sujets brûlants en droit économique, votre point de vue sur les sujets les plus importants pour l'avenir, ce qui est actuellement. Donc, à votre avis, Muriel Chany, qu'est-ce qui va modeler le droit économique C'est vrai que le numérique, si on va prendre un angle plus large, c'est vrai que le numérique titille le droit de la concurrence, le stimule, le bouleverse, puisque que ce soit la question de comment on contrôle les comportements des plateformes ou les concentrations, ça pose un certain nombre de questions au regard du droit de la concurrence classique, si j'ose dire. Et donc, ça a conduit à certaines adaptations. C'est encore vrai avec la question des données, évidemment, qui ont acquis une importance absolument capitale, en lien d'ailleurs avec l'intelligence artificielle. Je ne vais pas me dérober, on va quand même en parler un tout petit peu. J'espère. Mais en réalité, toutes ces questions-là, au fond, la problématique est un peu la même, c'est-à-dire dans quelle mesure nos règles, telles qu'elles existent, sont en mesure de faire face, sont en mesure d'appréhender tel ou tel comportement. Et c'est vrai que dans certains cas, on se dit qu'il y a des adaptations possibles. Bien sûr. Typiquement, alors, même sans nécessairement approuver, mais la question, le phénomène des killer acquisition, on a trouvé des solutions qui peuvent ne pas satisfaire à la réinterprétation un peu innovante, voire originale de l'article 22 du règlement sur les concentrations. C'est une solution. En effet. Maintenant, elle n'est peut-être pas totalement satisfaisante et peut-être qu'il serait préférable que ça se fasse par voie de réforme du règlement. En effet. Mais en tout cas, on a trouvé une solution. Il y a des solutions, quoi. Dans le droit de la concurrence. C'est un exemple parmi d'autres où quand on est allé faire renaître de ses cendres la jurisprudence Continental Can avec l'affaire Towercast. Voilà. Donc on a des solutions, même si elles ne sont pas pleinement satisfaisantes. Un peu du bricolage, mais il y a quand même des solutions. On voit que parfois le droit de la concurrence est en mesure de faire face. D'ailleurs, de ce point de vue-là, en droit français, on a peut-être un outil qui n'existe pas en droit de l'Union européenne, qui peut être utile, c'est l'abus de dépendance économique. D'accord, oui, en effet. Parce que c'est peut-être si on voulait bien interpréter la notion de dépendance économique de façon un petit peu plus compréhensive, ça pourrait être un outil pour saisir certains comportements. Et même chose, nous avons aussi le droit des pratiques restrictives que j'évoquais tout à l'heure, qui a été utilisé à certaines reprises. Je pense notamment à la règle sur le déséquilibre significatif. Il y a quelques affaires retentissantes qui intéressent des plateformes. Ok, oui, bien sûr. Et ça, du coup... Donc ça montre la capacité, les possibilités d'adaptation du droit de la concurrence, dans certains cas, à se saisir de difficultés. Maintenant, dans certains cas, le droit de la concurrence est à la peine. Typiquement sur l'intelligence artificielle, avec la question effectivement des algorithmes de prix. Bien sûr. Dans quelle mesure on peut faire jouer l'interdiction des ententes
pas évident quand Ouais, même. Hein. c'est vrai. Je ne me risquerai pas trop à donner une Vous voulez pas réponse. écrire une autre thèse sur le sujet Non, mais il y en a une en cours. D'accord, bah parfait. Non, mais c'est aussi enfin le rôle des thésards, enfin je sais pas si ce terme, Bien sûr, absolument. d'aller justement chercher des solutions et d'essayer bouger de le droit comprendre. et de chercher des solutions, Enfin, c'est absolument. pour comprendre que du coup tout le monde est impliqué là-dedans, mais Et donc voilà, donc droit de la concurrence, parfois en mesure de répondre, parfois à la peine. Mhm. De là, la tentation qui peut se comprendre hein, d'adopter des instruments particuliers. Je pense notamment au DMA. Ouais. Alors, qui est une réponse, mais qui n'est pas sans soulever certaines questions. Parce que typiquement, on est sur un texte spécial, spécifique, qui peut soulever des problèmes d'articulation avec ce que j'appellerais le droit commun habituel de la concurrence. Bien sûr, ouais, Problèmes d'articulation qui ne sont pas toujours réglés de manière aussi évidente que cela. Et puis, par ailleurs, alors là, c'est un oubli complet du DMA, à mon sens, c'est que n'a pas du tout été envisagé, ou quasiment pas, la question du private enforcement, autrement dit de la possibilité que maintenant, ça y est, les contrôleurs d'accès qui ont été désignés depuis le 7 mars sont tenus de se conformer aux prescriptions du DMA, et s'ils ne le font pas, eh bien, c'est une faute, hein, au sens du droit commun de la responsabilité civile, et donc peuvent voir leur responsabilité engagée, par exemple, devant le tribunal de commerce de Paris. Et là, en réalité, ça va se faire sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile, hein, et peut-être en ayant un petit peu égard à ce qui se passe du côté du droit des pratiques anticoncurrentielles. Ok, donc oui, là, il y a une vraie zone grise. Vous appeliez ça trou noir tout à l'heure. Oui, peut-être pas trou noir, mais non, parce qu'en fait, c'est à ça que servent les professeurs de droit, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Non, mais du coup, en fait, c'est l'avenir qui va nous dire un peu comment va s'articuler. C'est ça. Et donc, ce sont des questions, en vérité, ce sont des questions passionnantes. Bah oui, enfin, toutes les questions d'articulation, toutes les questions d'articulation, vous parlez à quelqu'un qui a fait sa thèse sur droit de la concurrence et droit commun des obligations. Vous aimez bien le et donc le et. Non, mais en effet, c'est parce que c'est bien beau de créer des règlements type DMA, DSA. Enfin, je sais qu'il y a l'IA Act, il y a un office de l'intelligence artificielle qui a été créé par la commission. Enfin, c'est bien beau de créer tout ça, mais c'est vrai qu'en fait, il y a déjà des choses existantes et comment ce que l'on crée va se lier avec ce qui existe, c'est fascinant comme sujet. C'est vraiment un des points les plus intéressants et en même temps qui a fort enjeu, pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue pratique. Oui, bien sûr, ouais. D'un point de vue, vraiment, ça va marquer le droit à l'avenir. Très bien. Alors, du coup, pour les sujets brûlants, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous... Oui, alors il y a un autre sujet qui va certainement se développer beaucoup. C'est la question, effectivement, de la compliance et en lien avec les circonvolutions qui entourent le devoir de vigilance. En effet, ça a l'air un peu compliqué, le devoir de vigilance en ce moment. Voilà, mais il y a quand même des dispositions qui existent en France. Et il y a une première décision de la Cour de cassation qui a admis assez récemment que le non-respect de règles de compliance, engageait la responsabilité civile et constituait un acte de concurrence déloyale à l'égard de son ou ses concurrents. Donc là, je pense qu'on va avoir des développements extrêmement intéressants sur ce point. Encore une articulation. Une articulation. C'est un autre de mes leitmotivs. Ok, donc chef d'entreprise, articulation. Après, en soi, les deux peuvent être liés. Hein, quand on est censé... avoir une entreprise, on est censé articuler les compétences de tout le monde pour justement arriver à la solution la plus adéquate. Absolument. Mais ok, d'accord, c'est sympa d'avoir des leitmotivs comme ça. Mais oui, en effet, la compliance, le devoir de vigilance. Donc oui, là, on voit qu'avec le Parlement européen, c'est un peu compliqué sur ce qui se passe. Il y a le droit de l'environnement, effectivement, qui va devenir de plus en plus important. Je crois qu'il y avait la décision dont vous parlez de la Cour de cassation, c'était lié au droit de l'environnement ou lié... Je crois que c'était plutôt des obligations bancaires. Les obligations bancaires, il me semble qu'on était dans le domaine bancaire. D'accord. Donc ça, oui, ça c'est forcément intéressant. Ouais. Oui, et en fait, ça me conduit à évoquer, alors, ça n'est pas nouveau, mais ça reste un point absolument majeur à mon sens. C'est la question, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, du private enforcement. Parce que là, il y a vraiment une
une compétition qui est féroce entre les places de droit. Et donc, je dirais que c'est à la France de savoir défendre sa position. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est très important de prendre des initiatives. C'est pour ça que j'évoquais, alors, une toute petite pierre à l'édifice, mais c'est avec des le petits colloque cailloux qu'on fait des grandes pyramides. voilà, Des grandes pyramides. le colloque du 5 décembre concernant l'anniversaire Du règlement. de la directive dommage, de la c'est directive, oui, pardon. une pièce à l'édifice. Et puis, de ce point de vue-là, il faut citer les initiatives qui sont prises par Paris Place de Droit et plusieurs de ces commissions pour Ok. justement, Pour justement, oui, valoriser la position française la position sur le française. sujet. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense. D'accord. Bah écoutez, en effet, il faudra revenir pour discuter de tout ce qui va arriver à ce niveau-là. Alors, donc on a abordé tout ceci. J'essaie de faire du tri dans ma tête, hein, mais donc on a vu que vous aviez quand même beaucoup de rôles. Il y a beaucoup de réussites, même si c'est un parcours éclectique à la base. Enfin, moi, une des questions qui m'intéressait, c'est comment est-ce que vous célébrez vos réussites. Enfin, est-ce qu'il y a enfin, vous n'êtes pas obligé de tout nous dire. Ouais. Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a un leitmotiv aussi dans les célébrations? Alors, pour répondre très, très simplement, pour moi, une réussite, ça se célèbre au champagne. Ok, donc le champagne, c'est un bon rituel. Hein, C'est un bon je trouve, rituel. Bon, donc c'est pour ça que vous avez réussi autant de choses en fait. C'était pour boire plus de champagne. c'est vous qui le dites. Je fais juste une C'est vous qui le conjoncture. dites. Mais d'accord, donc vous buvez du champagne. Ouais. Non, ouais. Au-delà de ça, en fait, alors c'est pas vraiment une réussite, mais il se trouve que l'année dernière, donc en 2023, c'était les 20 ans. C'était mes 20 ans de professorat. D'accord. Et donc, D'anniversaire. là, je l'ai célébré, effectivement, et c'est quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Je l'ai célébré avec beaucoup de mes anciens. Ok. Donc, on a fait une soirée ensemble, ceux qui ont voulu venir. Et ça, C'était ça un bon restera moment, un ouais, grand enfin, moment. Ouais. Ouais, parce que oui, Vraiment un vous grand accordez de moment. l'importance à avoir un suivi avec vos anciens. Enfin, Alors, c'est vrai que j'ai gardé des liens, alors pas avec tous mes forcément, hein, pas avec ça tous mes s'appelle la anciens vie aussi, étudiants, hein, mais- voilà, mais avec quand même un nombre important d'entre eux, oui. Ok. Ouais. C'est sympa. Et du coup, ouais, donc En vous avez fait, c'est une fêté- sorte de famille, hein, Bah, d'une c'est, certaine ouais, façon. une J'ai entreprise, parlé en une entreprise, famille. mais c'est aussi un peu. Il y a le il y a côté famille, ouais. il y a parfois des gestions d'entreprises qui sont des entreprises un peu familiales. Donc, On va y arriver sur la famille d'ailleurs à un moment donné, parce que vous m'en avez parlé aussi en amont, parce que on voulait parler de vos réussites professionnelles, il y a aussi vos réussites personnelles. Donc, si vous voulez bien aborder quelles sont vos plus grandes réussites, enfin, quelle est votre plus grande réussite personnelle, si j'ai bien compris la chose. de manière évidente, c'est mon fils. Bien sûr. C'est mon fils qui va avoir 18 ans dans quelques mois. D'accord. Donc, Il faudra fêter voilà, ça avec du sans- champagne aussi. Donc, du coup. Certainement. Certainement. Et donc, oui, c'est incontestablement lui. Et puis, pour l'anecdote, Vous me je suis parliez très heureuse que Tintin cette tout à l'heure. année, il se trouve que j'ai eu l'occasion, j'ai été associée par quelqu'un qui a eu un projet tout à fait original, qui est de faire un ouvrage sur Tintin et le droit, Ok. et de solliciter différents contributeurs. En effet, c'est Donc, original. il m'a sollicité pour le droit de la concurrence. Ah, d'accord, ok. Bon, je me posais la question, Ça mais vous surprend. Et donc, j'ai eu le grand plaisir, en fait, parce que mon fils aime beaucoup Tintin. d'accord. Et donc, j'ai eu l'idée de lui proposer de faire cette contribution avec moi. Donc, Donc vous avez travaillé ensemble je l'ai faite avec son concours. Alors, la partie juridique, c'est moi qui l'ai... Voilà. Après, c'est pas plus mal que vous fassiez la partie juridique. Absolument. Et du coup, en fait, ça sera une BD sur Tintin qui fait du droit de la concurrence. C'est le droit de la concurrence. Alors, c'est pas une BD. c'est un c'est ouvrage. vraiment voilà. C'est un chapitre d'ouvrage Ok, sur la concurrence dans les aventures de Tintin. ok, d'accord. Voilà. Et il y a de la concurrence dans les aventures de Tintin. Ok, Oui, donc je vraiment, vous le garantis. mais je vous crois, hein, j'irai lire cet ouvrage avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a Milou quelque part? Non. Alors, on va dans Tintin en Amérique, Ok. Tintin et le Lotus Bleu. Enfin, on se balade dans différentes aventures. Et donc, oui, c'était assez sympa de faire, Bah oui, faire c'est- ça ensemble. Plus sympa, en tout cas, que quand il était petit et il voulait que je lui explique un peu le droit.
Et donc, j'ai voulu lui expliquer ce qu'était un contrat synallagmatique. Ouais, vous commencez pas par la chose la plus, la plus sympathique à expliquer aussi. Et donc, après, il m'a dit, bon, finalement, je ne ferai pas de droit. Ouais. Je vais plutôt dessiner Tintin. Donc, Voilà. D'accord. Et cet ouvrage, il paraît quand? Enfin, il y a une date? Normalement, je pense qu'il va paraître en 2024. Ok. Donc, la bonne année, puisque c'est un projet qui remonte déjà un petit peu, mais là, je crois que c'est prévu pour être... 2024. Ok. ouais. Et ben, j'irai me ruer en librairie pour découvrir où se cache du droit de la concurrence dans Tintin. Vous serez surpris. C'est tout ce que je demande à être surpris. Très bien. Alors, j'avais également, il y a mon petit doigt qui m'a dit que c'était votre anniversaire hier. Donc, je vous souhaite un très bon anniversaire. Je suis allé vous chercher sous le soleil parisien. Je ne sais pas si vous aimez bien ça. Un petit chocolat. Ah C'est un crabe, il s'appelle Elvis. Dans une pâtisserie très connue dont je tairai le nom. Ah oui, Je vais me promener sous le soleil parisien. Je reconnais. Donc bah, je t'ai aussi le nom, mais merci beaucoup. Je sais pas ce que les profs mangent. Je suis jamais allé en salle des profs, mais du coup, du chocolat, je me disais que... Guimauve lait, c'est parfait. Ouais, c'est parfait, ça vous va? Oui, ça me va très bien. Un très bon anniversaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est aussi pour ça que ça sert d'avoir des anciens. J'ai bien fait de venir. Bien évidemment. On est là pour faire quelque chose avant toute chose. Mais si j'avais une dernière question, c'était, est-ce que vous, d'un point de vue, on en a parlé aussi tout à l'heure, pour terminer, sans parler de droit justement, mais parler d'un peu plus un livre qui vous fascine, un sujet, du théâtre, de la littérature. Vous m'avez parlé de La promesse de l'aube, du théâtre. Pour terminer ce... Alors, c'est vrai que, puisqu'on a parlé de mon fils il y a un instant, c'est vrai que j'aime beaucoup La promesse de l'aube de Romain Gary depuis très longtemps, avant d'être devenue mère. Mais ce livre a pris des reflets particuliers. D'accord. Avec sa naissance et puis la suite. Et alors, pour l'anecdote... il se trouve qu'il a choisi de passer le bac de français l'année dernière. Il a choisi de présenter cet ouvrage. La promesse de l'aube, d'accord. Voilà. Parce que vous lui avez donné le goût. Oui. Et ça lui a valu une très bonne note. Il a eu 20. Ah oui, 20 en français. Ah oui, d'accord, en effet. Ok, oui, donc je comprends pourquoi c'est aussi une de vos réussites personnelles. Mais d'accord, ok. Donc la promesse de l'aube est quelque chose qui vous a lié. Oui. Ok, c'est très bien. Écoutez, je pense qu'on peut dire, Muriel Chany, que on a fait quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez aborder d'autres sujets, si vous voyez d'autres... Non, sauf peut-être pour dire, c'est pour ça qu'il faudra que je revienne, c'est que le meilleur est toujours à venir. Bien sûr. Et donc, on a plusieurs vies dans une vie. En effet, il ne faut pas se cantonner... Ça a été mon cas. Et je suis absolument persuadée que ce sera encore le cas dans le futur. D'accord, donc c'est... Un mot positif pour terminer, c'est parfait. Merci beaucoup. Peut-être juste, aussi, je vais dire merci. Je vous renouvelle mes remerciements. Et puis, je voulais aussi remercier, à cette occasion, tous les étudiants que j'ai eu l'occasion d'avoir dans ma carrière. Donc, mes anciens, surtout. Et puis, toutes les personnes qui m'ont fait confiance à un titre ou à un autre. Et qui m'ont permis d'être ce que je suis. D'accord. Merci à eux.